nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu les premières mesures instaurées par le NSDAP au peuple allemand, plus l'incendie du Reichstag, et nous allons reprendre là. Le 3 mars, trahi par un proche, le secrétaire général du Parti communiste, Ernst Thälmann, est mis en état d'arrestation. Il sera par la suite envoyé en camp de concentration et refusera d'être libéré lors du pacte germano-soviétique. Il finira assassiné à Buchenwald le 18 août 1944. Le 4 mars, en Prusse, Göring organise une répression d'une ampleur sans précédent contre les opposants politiques. La police reçoit l'ordre de stopper par tous les moyens l'action des organisations antinationales et en cas de nécessité de faire usage de leurs armes à feu. Le 5 mars, c'est les élections des législatives. Donc vous pouvez voir sur la photo Hitler voter et le soir Hitler écouter le résultat des élections. Le NSDAP obtient 43,9% des voix, ce qui lui donne 288 sièges. Cela est une victoire parce que le NSDAP est en tête, mais cela est aussi une défaite parce que le NSDAP ne dispose pas de la majorité. Hitler dira qu'il va devoir encore composer avec la bande, à savoir von Papen et Hugenberg. L'ambassadeur des États-Unis dira que les élections du 5 mars sont une farce, parce que les communistes et les sociaux-démocrates sont éliminés de la campagne suite aux mesures imposées par les décrets du mois de février. Le 6-8 mars, début de la Gleichschaltung, terme emprunté par les nazis aux techniciens de l'énergie électrique et signifiant mise en phase. Donc c'est la nazification sous la contrainte des gouvernements régionaux n'étant pas encore entre les mains du NSDAP. Donc soit la personne a un poste important et elle se soumet au NSDAP, soit elle est menacée, quitte son poste et une personne du NSDAP prend sa place. Le 7 mars, le gouvernement autrichien du chancelier Engelbert Dollfuss interdit les rassemblements et prend une tournure autoritaire, se passant du Parlement. Donc il faut croire qu'ils prennent exemple sur leurs voisins allemands. Le 8 mars, usant de la loi d'exception, Hitler fait annuler les sièges du Parti communiste au Reichstag. Le ministre de l'Intérieur Wilhelm Frick annonce la fondation de camps de concentration. À savoir, pour information, que les camps de concentration ne seront jamais une chose cachée. Il y aura même dans les librairies des espèces de cartes où les camps de concentration et les prisons sont indiqués avec leurs coordonnées pour que les familles puissent aller retrouver l'un des leurs enfermés. Nous y reviendrons par la suite. Le 9 mars, le Bulgare Georgi Dimitrov, secrétaire du bureau occidental du comité exécutif de l'Internationale communiste, est arrêté à Berlin pour complicité dans l'incendie du Reichstag, vu dans la vidéo précédente. Donc ce monsieur est un monsieur important, nous pouvons le voir ici avec Staline, et bien après la guerre, nous pouvons le voir avec Fidel Castro. Donc là, à cette époque, il sera arrêté à Berlin avec de faux papiers, ou des vrais papiers, mais au nom d'une autre personne. Il était en possession d'un passeport suisse, et comme vu dans la vidéo précédente, c'est Puzzi qui l'aidera à fuir l'Allemagne après son procès, avec l'aide d'une espionne soviétique. Le 9 mars également, le ministre de l'Intérieur du Reich Frick nomme le général von Epp commissaire du Reich de Bavière, invoquant le prétexte que le gouvernement conservateur du ministre-président Heinrich Held n'était pas en mesure de garantir l'ordre public. En gros, ce sont les SA et les SS qui foutent le bordel et les autorités ont du mal à les gérer. Il faut dire que le jour du 9 mars, il y a eu une descente de SA au cours de laquelle de nombreux juifs de l'Est ont été arrêtés. Donc j'ai plusieurs informations. J'ai l'information comme quoi cela est arrivé à Munich et une autre information comme quoi cela est arrivé à Berlin. Mais peut-être que les événements se sont produits
le même jour dans ces deux villes. Donc quand nous disons de nombreux juifs de l'Est, il faut voir aussi que cela peut être des Polonais ou des Russes non juifs, mais comme vu dans les vidéos précédentes, les gens de l'Est à cette époque sont assimilés à des juifs. Comme j'avais pris l'exemple d'aujourd'hui, les réfugiés qui arrivent de partout, d'Afrique et du Moyen-Orient, nous les considérons comme des musulmans, bien que certains d'entre eux doivent être athées, chrétiens, etc. Donc cela est pareil quand nous voyons que des juifs de l'Est sont arrêtés, cela veut dire des gens de l'Est. Et pour plus de précision, ces gens de l'Est sont des personnes sans papier. À savoir que une personne de l'Est qui voulait aller en France, par exemple, si elle a de la famille, elle demandait aux autorités allemandes, donc à la République de Weimar, l'autorisation de traverser l'Allemagne. L'Allemagne acceptait, donc elle leur donnait un laissez-passer de 3 jours. Généralement, c'est 3 jours qui revient tout le temps, donc je pense qu'ils devaient se dire que pour traverser l'Allemagne, il fallait 3 jours à l'époque. Et une fois que la personne de l'Est est en Allemagne, elle ne bouge plus. Elle s'installe, donc ils deviennent des sans-papiers. Et il faut dire que la République de Weimar ne fait pas la chasse aux sans-papiers. Et de plus, en République de Weimar, les enfants en dessous de 15 ans ne peuvent pas être expulsés et les enfants ne peuvent pas être séparés de leur mère. Donc cela fait que la maman et les enfants restent dans le pays et forcément, c'est le papa qui travaille et qui s'occupe de sa famille. Donc on laisse le papa avec sa famille. Ce qui fait que l'Allemagne se retrouve avec énormément de réfugiés des pays de l'Est. Comme dit précédemment, la police de Weimar ne faisait rien à l'époque, et là, avec le changement de régime, ça va changer. Et là, nous voyons tout de suite que les SA se mettent au travail. Et pour ce 9 mars également, Heinrich Himmler devient le chef de la police de Munich. Et la police politique de Munich est confiée à Heydrich. Le 10 mars, de leur propre initiative, des unités SA de la section de la Ligue de combat pour la défense du petit et moyen commerce mènent des actions d'agitation, parfois violentes, dans les entreprises et contre les grands magasins, afin d'imposer des transformations sociales. À cette même date, Hitler ordonne aux SA et SS de ne pas mettre la révolution nationale en danger et de s'en tenir strictement à ses ordres sous peine de représailles. Le 11 mars, les actions d'agitation contre les grands magasins sont tolérées dans la mesure où ceux-ci appartiennent à des juifs. Lancement de la campagne pour l'anéantissement du marxisme. Le 12 mars, interdiction du drapeau républicain noir-rouge-or et réinstauration du drapeau impérial noir-blanc-rouge, ainsi que le drapeau à croix gammée, comme drapeau de la nation allemande. Vu dans des vidéos précédentes, Hindenburg, une fois qu'il a pris le pouvoir, pensait déjà à réinstaurer l'ancien drapeau, mais pour ne pas choquer les gens, il a laissé le drapeau de la République de Weimar. Et là, vu les événements, il se dit que c'est le bon moment pour changer le drapeau. Le 12 mars également, le chef de la police de Munich, Heinrich Himmler, organise une conférence de presse où il revient sur les arrestations massives qu'il avait ordonnées les jours précédents. Il dira « J'ai ordonné des internements en assez grande quantité. Je me suis vu contraint de prendre ces mesures puisque la ville était le théâtre de tant d'agitation et qu'il m'était impossible de protéger les personnes à l'origine de ces troubles afin de garantir leur sécurité, leur vie et leur santé. Je dois expressément le rappeler, pour nous, le citoyen de confession juive est tout autant un citoyen que ceux d'autres confessions, et nous protégerons tout autant sa vie et ses biens. Nous ne faisons aucune distinction. Le 13 mars, Joseph Goebbels est nommé ministre de l'Éducation populaire, de l'Information publique et de la propagande. Le 13 mars également, la police politique de Munich installe un camp d'internement dans l'enceinte d'une ancienne poudrerie à Dachau, près de Munich. Et au commencement de ce camp, c'est la police munichoise qui s'occupe de surveiller les prisonniers au camp de Dachau. Les policiers, à cette époque, diront que quand les prisonniers leur arrivaient,
ils étaient déjà squelettiques, moitié morts de faim et couverts de coups. Forcément, avant d'arriver au camp de Dachau, ils étaient passés entre les mains des SA. Pour information, Dachau est le deuxième camp de concentration créé, le premier étant celui d'Oranienburg, près de Berlin. Mais on peut dire que Dachau est le premier camp officiel créé. Et pour petite précision, il existe tous des petits camps ou des petites prisons à droite à gauche en Allemagne, mais ceux-là ne sont pas officiels, c'est officieux, créé par les SA et SS eux-mêmes. Le 15 mars, interdiction du Parti communiste. Toute personne suspecte de soutenir d'une quelconque manière l'idéologie communiste sera désormais immédiatement mise en état d'arrestation. Nous comprenons un peu mieux la création du camp de Dachau. Le 15 mars également, Heinrich Himmler, qui était chef de la police de Munich et de la police politique de Munich, devient le responsable de la police politique de toute la région bavaroise. Et avant même la fin du mois de mars, il sera commandant de la police auxiliaire bavaroise. Ce qui fait qu'il peut intégrer les SS en tant que policier auxiliaire dans toute la région bavaroise, donc un peu comme en Prusse où la SA et la SS sont déjà auxiliaires de police. Le 16 mars, après avoir émis des doutes concernant la question du financement du réarmement allemand, le président de la Reichsbank Hans Luther et ancien chancelier est remplacé par Hjalmar Schacht. Le 19 mars, création de la corporation nourricière du Reich sous la direction de Richard Walter Darré, à laquelle sont contraints d'adhérer tous les professionnels relevant du secteur agricole. Planification très stricte de la production et du marché afin d'assurer l'autarcie. En résumé, toutes les personnes du secteur agricole vont devoir se restreindre dans les prix, ne pas augmenter les prix seront bloqués et leurs productions seront surveillées. Comme dit, il faut que l'Allemagne puisse vivre de ses propres ressources si elle subit le blocus d'autres pays. Le 19 mars également, match de foot franco-allemand qui se joue en Allemagne. Pour les petits curieux, le score sera de 3-3. Il est dit que les Français recevront un accueil chaleureux du public allemand. Le seul problème qu'il y aura eu lors de cette venue des Français, c'est que les SA seront dans un autre état d'esprit. L'hôtel où était descendue l'équipe française avait arboré le drapeau des visiteurs et les SA iront obliger le directeur à baisser le pavillon bleu-blanc-rouge. Le député Jean Mistler dira « Les rumeurs de la presse et le terrain. La France est vouée aux gémonies dans les articles de journaux et dans les réunions publiques. Mais jamais les Français n'ont été mieux accueillis dans la société, dans les magasins, dans les lieux publics ou sur les terrains de sport. » Donc il parle encore une fois de l'accueil des Français en Allemagne. Et certains témoins diront que les Allemands veulent absolument parler français avec les Français, même s'ils baragouinent quelques mots. Même si le Français en question parle allemand, l'Allemand va vouloir qu'il parle en français pour justement essayer de faire une discussion en français. L'écrivain Jean Largue dira « Hitler n'est pas un dictateur au sens commun du mot. Il y a toujours une distance entre le dictateur et le peuple. Il n'y en a point entre Hitler et l'Allemagne. Cet homme gouverne par le sentiment, ce qui fait sa dictature absolument originale dans l'histoire. C'est une dictature affective. » Petite information justement sur ce texte qui nous parle d'émotion, c'est que Hitler est atteint d'hypermnésie. Donc l'hypermnésie, c'est justement le fait qu'il a une mémoire photographique. Et tout à fait par hasard, j'ai vu dans un article de santé que les gens ayant de l'hypermnésie ne savent pas montrer leurs émotions. Et ils expriment leurs émotions par des gestes et des actes. Et justement, en lisant cet article, j'ai tout de suite pensé à Hitler. Donc forcément, Hitler a de l'hypermnésie et il fait montrer ses émotions par des gestes. Le 20 mars, inauguration par le ministre du Reich à l'éducation populaire et de la propagande Joseph Goebbels de l'exposition
la femme. Il dira, au risque de passer pour un réactionnaire, je le dis clairement, la place première et privilégiée de la femme, celle qui correspond le mieux à sa nature, c'est au sein de sa famille. Et la mission la plus merveilleuse dont elle puisse s'acquitter, c'est d'offrir des enfants à son pays et à sa communauté raciale populaire. Sur cela, il rejoint entièrement les idées d'Hitler. Pour Hitler aussi, la place de la femme, c'est à la maison à s'occuper de sa famille. En France, à notre époque, si une femme fait beaucoup d'enfants et reste à sa maison, généralement elle sera plutôt mal vue. On va dire qu'elle est là pour profiter des allocations familiales, etc. Alors que l'Allemagne nazie, c'est plutôt l'inverse. On demande à la femme de rester principalement chez elle et de faire des enfants. À savoir que, comme en France aujourd'hui, la femme qui fera des enfants aura de l'argent pour ses enfants, pour l'aider à s'occuper de sa famille, mais elle aura également un salaire. Donc il me semble que c'est la moitié d'un salaire, mais c'est de l'argent pour elle. Ce n'est pas de l'argent pour justement les enfants, comme les allocations familiales. C'est de l'argent qui est vraiment pour elle comme une sorte de salaire. De plus, une femme qui fera plein d'enfants sera vraiment chouchoutée par le régime nazi. Un exemple des bienfaits pour la femme enceinte, elle peut décider d'aller dans une maison de repos. Donc ces maisons sont principalement à la montagne et à la campagne. Je n'ai pas trouvé d'informations comme quoi c'est proche de la mer, donc il semblerait que ce ne soit qu'à la campagne et à la montagne. Ces maisons de repos consistent à accueillir la femme enceinte à la fin de sa grossesse ou bien avant si la femme a une grossesse à complications. Ou la femme peut accoucher chez elle, du moins à l'hôpital près de chez elle, et ensuite faire la demande d'aller dans cette maison de repos pendant quelques mois. Donc après c'est la femme qui décide, elle fait une demande à l'État où est-ce qu'elle veut aller. Donc elle peut aller soit dans une maison de repos proche de chez elle ou soit très loin, c'est son choix en fonction également des places. Et ces maisons de repos ne ressemblent pas à des hôpitaux ou quoi que ce soit, c'est vraiment des sortes de chalets, etc. Donc c'est convivial, il y a généralement entre 10-12 femmes acceptées en même temps, et elles sont chouchoutées par des infirmières, des aides-soignantes, également des femmes spécialisées dans la petite enfance, et il y a les cuisinières, les femmes de ménage, etc. Donc cela est vraiment une maison de repos pour justement accompagner les femmes avant, pendant et après leur grossesse. Cela est dû généralement aussi pour lutter contre le baby blues, etc. Donc tout est pris en charge par l'État, la femme n'a rien à payer, ni la famille de la femme, et aussi cela n'est pas réservé qu'au premier enfant. Même si la femme elle a déjà 7-8 enfants, à chaque grossesse, si elle le veut, elle peut faire la demande pour être acceptée dans une de ces maisons de repos. Donc, la femme reste 2, 3, 4 mois, le temps qu'elle le souhaite. Pour les premières mamans, l'avantage, c'est qu'ils apprennent avec des spécialistes comment s'occuper de leurs nourrissons. Donc, ces maisons de repos existent déjà bien avant la guerre. Nous en parlons généralement pendant la guerre parce que c'est là où il y aura le plus de demandes. Forcément, les hommes sont au front et les femmes se retrouvent généralement seules. Et c'est à ce moment-là qu'elles vont solliciter le plus souvent ces maisons de repos. En sachant que la SS, la Wehrmacht, etc. ont chacun leur maison de repos. Mais avec le temps, tout le monde sera mélangé. Ne pas confondre avec les Lebensborn de la SS, bien que leur fonction soit quasiment similaire, sauf que la Lebensborn organisait également des mariages. Donc j'y reviendrai plus en détail dans mon hors-série sur la SS, mais en gros, un Lebensborn, si une femme allait pour accoucher là-bas et que le mari en fait l'avait juste engrossé et que c'était un SS et que cela était confirmé, le Lebensborn s'arrangeait pour faire venir le SS, d'où qu'il soit sur le front, et de faire que le mariage ait lieu, en disant « Mon coco, t'es un SS, c'est fini les conneries, maintenant t'assumes ce que tu as fait. » Parce que
c'était mal vu qu'un SS fait des enfants à droite à gauche sans être marié. Ou si le mari est mort au combat et que la femme est enceinte, elle accouche et par la suite, elle peut se marier avec un autre SS. Donc ça fait un peu agence matrimoniale. Nous y reviendrons par la suite. Et certaines femmes ayant beaucoup d'enfants obtiendront même des médailles. Donc cela fera que beaucoup de femmes allemandes préféreront rester chez elles à s'occuper de leurs enfants plutôt que d'aller travailler, parce que à cette époque, beaucoup de femmes vont travailler pour essayer de subvenir aux besoins de leur famille. Mais dans l'Allemagne nazie, elles seront payées à rester chez elles, ce qui fera aussi que le chômage va baisser, parce que si la femme n'est pas au travail, il y aura une place pour un homme. Donc voilà une des raisons aussi de la baisse de chômage en Allemagne. Nous y reviendrons par la suite, il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Pour celle qui décide de travailler, elle obtiendra sa retraite à 40 ans. Encore une fois, si elle veut partir à la retraite. Si son souhait est de continuer à travailler, elle peut continuer à travailler. Le fait également que les femmes partent tôt à la retraite est avantageux pour que des hommes puissent prendre leur poste et ainsi, encore une fois, faire baisser le chômage. Nous y reviendrons également par la suite, mais la vie en Allemagne à l'époque du Troisième Reich sera une vie pas chère, ce qui fait qu'un couple peut vivre avec un seul salaire, en sachant que, comme je vous l'ai dit, une femme au foyer touche également la moitié d'un salaire, sans parler de l'argent pour s'occuper des enfants. Donc, énormément de femmes choisiront de rester à leur maison. Après, forcément, pendant la guerre, les femmes seront un peu plus sollicitées par le régime nazi, mais pas autant que les autres pays en guerre. Donc forcément, des femmes iront travailler à l'usine, mais pour tout ce qui est forces armées, les femmes représenteront un petit pourcentage dans l'armée allemande et elles se cantonneront à des rôles d'infirmières, de secrétaires, etc. Les seules femmes que l'on pourrait dire qu'elles soient dans l'action, ce sont les femmes qui serviront dans les pièces anti-aériennes. Le plus souvent, elles seront dans les projecteurs. Donc c'est les espèces de gros projecteurs que vous pouvez voir dans certains films de guerre pour justement éclairer les avions pendant que les pièces anti-aériennes tirent dessus. Il y aura aussi certaines femmes dans les pièces anti-aériennes, mais elles sont plutôt rares. Et Hitler est catégorique là-dessus, il ne veut pas de femmes dans les unités combattantes. Le seul moment où Hitler acceptera que les femmes puissent avoir un entraînement avec les armes à feu et combattre, c'est quasiment fin mars. Mais le temps que cela se mette en place, quelques femmes apprendront à utiliser les armes, mais très peu combattront. Il y en aura, mais vraiment, c'est quelque chose de très 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 rare. Mais nous y reviendrons également. Retournons à notre mois de mars 1933. Le 20 mars également, Heinrich Himmler annonce publiquement l'ouverture du camp de Dachau. Le 21 mars, journée de Potsdam, organisée par Goebbels pour la rentrée solennelle du nouveau Reichstag et pour montrer à l'opinion que la droite nationaliste et les nazis sont unis. La manifestation est entièrement radiodiffusée et filmée, a lieu en présence de toutes les forces sociales et religieuses, à l'exception des gauches, participation du président Hindenburg, du prince héritier Guillaume, de l'armée, du clergé et des représentants du corps diplomatique. La mise en scène débute par des cérémonies religieuses et une commémoration des martyrs du parti présidé par Hitler. À midi, le chancelier serre la main du président devant l'église de la garnison, geste symbolisant l'union de la Prusse et du national-socialisme, et confirmé par le dépôt d'une couronne sur la tombe de Frédéric II. À cette même date, des tribunaux d'exception sont instaurés. Pour information, comme le Reichstag a été incendié, le nouveau Reichstag est constitué dans un opéra. Le 22 mars, ou le 21, j'ai ces deux dates, inauguration officielle du camp de concentration de Dachau.
Donc nous avons vu que le 13, la police politique met en place le camp. Le 20, Himmler le rend public. Et le 21 ou 22, mais c'est plus le 21 qui serait logique, c'est l'ouverture du camp avec l'arrivée des prisonniers. Donc les premiers prisonniers sont des communistes, des sociaux-démocrates, il y aura aussi des juifs. Hermann Hesser dira devant les journalistes « Les camps servent à réinculquer aux fonctionnaires communistes et à d'autres éléments hostiles à l'État le travail qu'ils avaient si radicalement oublié au cours de ces dernières années. » Le 23 mars, réunion du Reichstag à l'Opéra Kroll, donc comme je vous le disais, c'est le nouveau lieu de rassemblement des députés, et les SS et les SA entourent le bâtiment et demandent un vote positif sur le fait qu'Hitler puisse avoir les pleins pouvoirs. Le fait est que le NSDAP veut faire passer la loi d'habilitation. C'est une loi qui donne les pleins pouvoirs à Hitler, mais il leur faut la majorité absolue. Et même sans les communistes, qui sont présents ce jour-là, mais leur voix ne compte pas, Hitler n'obtient pas les pleins pouvoirs. Donc, c'est pour cela que les SA encerclent le bâtiment et scandent « Nous voulons les pleins pouvoirs, sinon ça va saigner ». Hitler se présente au Parlement et dit « Messieurs les députés, je vous prierai désormais de choisir entre la paix et la guerre. » Seuls 84 députés sociaux-démocrates ont dit non au plein pouvoir. Le président de leur formation dira « On peut nous priver de liberté, prendre nos vies, mais pas notre honneur. » Mais, à part eux, tous les autres ont accepté les pleins pouvoirs de Hitler. Désormais, le président de la République et le Parlement sont dépossédés de leur pouvoir. Le 25 mars, à Londres, l'Alliance internationale contre l'antisémitisme décide le boycott des marchandises allemandes. Le 25 mars également, Joseph Goebbels, ministre de la Propagande, décide de la commercialisation d'un poste de radio à prix modique, baptisé Volksempfänger, récepteur de la communauté raciale populaire. Donc le but est que l'information passe dans tous les foyers allemands. Et le 25 mars également, le mage Hanussen, qui a prédit l'incendie du Reichstag, est arrêté par des auxiliaires de police, et 2 semaines plus tard, son cadavre est découvert en lisière de forêt. Le 28 mars, l'Église catholique allemande apporte son soutien au chancelier Hitler. Il faut dire que, comme les nazis sont contre les communistes qui sont eux anti-religieux, cela ne peut que plaire aux catholiques. Le 29 mars, loi adoptée en complément de l'ordonnance en vue de la protection du peuple et de l'État. Loi adoptée pour faire passer toutes les lois après le 31 janvier au 31 janvier. Donc je ne sais pas si vous avez compris. Par exemple, la personne qui a incendié le Reichstag dans la nuit du 27, la loi pour punir cet acte est passée le 28. Donc ce qui fait que normalement, la personne qui a incendié le 27 n'est pas concernée par cette loi, parce que la loi du 28, en gros, stipule que toute personne qui a commis un acte de haute trahison ou d'attaque politique peut être punie de mort. Donc comme dit, la loi est passée le 28 et l'acte a été fait le 27, donc cette personne ne rentre pas dans le cadre de cette loi. Mais le 29 mars, une loi est adoptée pour que la loi du 28 février est prise en compte à partir du 31 janvier, bafouant le principe de droit stipulant que l'on ne peut punir qu'en fonction d'une loi existante. Mais le NSDAP s'arroge désormais le pouvoir de sanctionner n'importe quel acte qu'il souhaite réprimer par une loi promulguée après que l'acte ait été commis. Le 31 mars, Hitler ayant tous les pouvoirs, décrète la dissolution de toutes les régions à l'exception de celle de Prusse. Un nouveau décret nomme à la tête des régions un gouverneur que l'on nomme Gauleiter. Ce Gauleiter est chargé de suivre la politique générale fixée par le chancelier du Reich. Les mandats des communistes dans les régions et les communes sont purement et simplement supprimés. Donc en gros, s'il y avait un maire
ou un chef de région communiste qui avait été élu légalement, son poste lui est simplement retiré et ce sera une personne du NSDAP qui sera mise à sa place. Pour ce mois de mars, Goebbels nous dit qu'il fait encore des meetings pour l'élection du 5, qu'il passe sa soirée avec Hitler et les Bismarck, et lorsqu'il a les résultats du vote, il dit que le peuple est en marche, que la grande victoire est là, et il dit « Nous sommes les maîtres dans le Reich comme en Prusse. Tous les autres sont terrassés. C'est le couronnement d'un long travail. L'Allemagne s'est réveillée. » Il dira qu'il va voir Hitler prendre le café à la chancellerie et il dira que le bureau du chancelier est d'un rare mauvais goût. Et il dit « Pauvre chef ». Donc à savoir, pour information, Hitler refera son bureau à la chancellerie, donc il changera les meubles, etc. avec ses propres deniers. Il ne prendra pas l'argent de l'État pour changer la décoration, mais bien l'argent de son propre salaire. Goebbels dit qu'il parle devant 150 000 ouvriers et dans la même journée, il doit parler à une autre foule. Il dit qu'Hitler est en retard et que quand Hitler arrive, il lui annonce la bonne nouvelle, comme quoi la création de son ministère a été adoptée par le cabinet à l'unanimité et qu'Hindenburg signera demain. Et Goebbels rajoute radio, cinéma, théâtre, presse et propagande. Tout ce que je souhaite, donc magnifique. Il rajoute que lui et Hitler parlent déjà de projets pour le futur ministère de Goebbels. Il dit « Je vais être d'emblée ministre et mon service sera aussi d'emblée ministère de plein d'exercices. Fabuleux. Je suis si heureux. Quel chemin parcouru. Ministre à 35 ans. C'est à peine imaginable. Je remercie Hitler. C'est un homme généreux et un valeureux combattant. » Plus tard, il dira « Hier, journée des morts à Lindenhofer. Beaucoup de monde. Je prends déjà place parmi les ministres. Mais je me sens mal à l'aise. Hindenburg me fait l'effet d'un monument mythique, presque irréel. Hitler a l'air d'un petit garçon à côté. Mauvais programme, je ferai tout cela bien mieux à l'avenir. Dehors, défilé, un spectacle prodigieux, aux couleurs splendides. Hindenburg passe en revue la SA. Quel triomphe! À la chancellerie du Reich, Hitler lit sa déclaration, diffusée sur tous les émetteurs allemands. La bannière à croix gammée est dorénavant un emblème national, au même titre que le drapeau noir-blanc-rouge. Je me tiens près de lui, frisson de l'histoire. Et par la suite, il dit que Hindenburg doit justement signer son décret, et il rajoute « Je vais travailler jusqu'à en mourir, tout pour le peuple allemand ». Par la suite, hier, tout est réglé pour le go. La nouvelle tombe à 1h, Hindenburg a signé. Je suis donc ministre du Reich pour l'éducation populaire et la propagande. Je suis très calme et très fier. Reçu une foule de visiteurs, bavardage et félicitations. J'ai rassemblé tous mes collaborateurs d'Hugo et je leur ai parlé. À la fin, l'émotion est unanime. Je leur serre la main à tous. Puisse notre travail prospérer plus en avant. Pour information, pour son nouveau ministère, Goebbels fera faire les travaux de rénovation par Albert Speer. Donc nous voyons une nouvelle fois l'entrée d'Albert Speer au sein du NSDAP. Goebbels nous parle par la suite qu'il doit aller à la chancellerie justement pour être promu ministre, puis par la suite il va voir Hindenburg ainsi que son secrétaire d'État Messner pour toutes les modalités et tout le tralala. Puis une fois ministre, Goebbels participe à sa première réunion. Et sa première réunion consiste à parler des sanctions contre les provocateurs qui portent les uniformes SA. Et puis dit que les sanctions devraient être la pendaison. Donc à savoir, comme dit, il y a des personnes qui mettent des uniformes de SA pour foutre le bordel, pour justement accuser les SA, qui, eux déjà de leur côté, font déjà pas mal de bordel. Et par la suite, Goebbels nous dit également que Röhm ne gère pas le personnel de façon intelligente, article 175. Donc, il dit qu'il y a encore énormément d'homosexuels au sein de la SA. Donc forcément, le NSDAP tient le pouvoir et la police, donc il n'y aura plus d'enquête policière sur la SA et les homosexuels dans la SA. Goebbels nous parle également de la journée à Potsdam. Il dit que c'est noir de monde, qu'il manque d'être étouffé
et il parle d'Hindenburg. Le vieux monsieur est comme un monument de marbre. Il lit sa déclaration, succincte, impérieuse. Puis Hitler prend la parole, son meilleur discours. À la fin, tout le monde est ébranlé. Les larmes me viennent aux yeux, c'est ainsi qu'on fait l'histoire. Dehors résonnent les trompettes, la Reichswehr, la SA et les casques d'acier défilent. Le vieux monsieur est debout et salue. À la fin, une ivresse sans pareille. Par la suite, après Potsdam, Goebbels dira que Hindenburg était content de la journée, et Goebbels dira « Après de longs combats, je parviens à arracher la radio des mains de la poste. Ohnesorg, l'hypocrite, est parfaitement ignoble. Attends de voir un peu. » Pour petite précision, la radio appartenait au ministre des Postes, et il n'a pas voulu le céder à Goebbels. Mais Goebbels a pu l'obtenir, ce qui fait que Goebbels aura la mainmise sur toutes les radiodiffusions d'Allemagne. Par la suite, Goebbels parlera d'articles qu'il a vus dans la presse américaine. Il dira « Je passe un savon au correspondant du Times. Ces macaques le prennent de haut et croient pouvoir s'ériger en juge de l'Allemagne. En Amérique, propagande sur de prétendues atrocités, comme pendant la guerre. » Il nous parle également qu'il y a des détournements d'argent de la part de membres du NSDAP, et il dira que ces personnes sont renvoyées et arrêtées. Donc ça, pour information, ça arrivera tout le long du Troisième Reich. Il y aura beaucoup de membres du NSDAP qui détourneront de l'argent, mais comme on dit, pas vu, pas pris, pris, pendu. Et pour le NSDAP, c'est un peu vrai, parce que les personnes qui seront prises de détournement d'argent, etc., encourront pour beaucoup la peine de mort. Par la suite, Goebbels revient sur les fausses déclarations en Amérique et qu'il écrit un courrier pour l'Amérique pour leur dire que tout ce qu'ils ont comme information, ce sont de fausses informations. Et pour cette 1 mars, Goebbels dit « Je rédige un appel au boycott contre les juifs allemands. Nous arrêterons ainsi bientôt leurs provocations à l'étranger. » Donc il parle du boycott qui aura lieu le 1er avril, ce qui prouve que Streicher avait raison. Streicher avait été accusé d'avoir été le commanditaire du boycott du 1er avril lors du procès de Nuremberg, et pour se défendre, il avait dit que ce n'est pas lui qui avait eu l'idée et que c'est Hitler qui lui avait mis ça en gros sur le dos pour lui faire de la pub. Et quand nous voyons les propos de Goebbels dans son journal intime, nous pouvons dire que Streicher avait raison, ce n'est pas lui l'instigateur du boycott du 1er avril. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.